eh bien, la fin de l'engagement, c'est la disparition de la liberté. Seulement, on a accompli une vie à ce moment-là. Pourquoi, Sartre, quand vous polémiquez, êtes-vous solidaire même des salauds que vous dénoncez? Pendant la guerre d'Algérie, écrivant contre le général Salan et l'OAS, et vous adressant aux Algériens, vous disiez « nous ». Ce « nous » ne désignait pas les Algériens et vous, mais l'OAS et vous. Il y a un tic chez vous. Il y a d'abord que c'est un tic, que c'est une précaution rhétorique. Si, à l'époque de l'OAS, j'avais dit aux Français « vous êtes des salauds », ou si j'avais, m'adressant aux Algériens, dit « les Français sont des salauds », je me mettais à part, je reniais ma condition de Français, que je ne peux pas renier, car c'est une réalité fondamentale, et je ne touchais pas les Français, qui se jugeaient insultés. Si au contraire, sous la forme confession, je dis « nous sommes des salauds », je fais passer. Nous torturons. Nous torturons. C'est notre dire. Nous torturons alors que vous combattiez la torture. Oui, parce que c'est la première raison, parce que je pense que c'est au nom de la solidarité française que je dois, à l'intérieur de la France, dénoncer un crime. Donc, je dois, en même temps que je le dénonce, le prendre pour mien. C'est la seule solution pour que les Français avalent la chose. Et en même temps, c'est un piège qu'on leur tend, parce que quand je dis « nous torturons », eh bien, ce « nous », ils vont le prendre en disant « je torture », même s'ils sont simplement des indifférents, ou s'ils n'ont pas été touchés par la nouvelle, qu'ils ne l'ont pas entendue, et par conséquent, ça devient une invite à la prise de conscience chez eux-mêmes. Mais il y a autre chose, qui est, je crois, plus profond. J'ai écrit dans Saint-Genet que il y a des gens à qui certains vices ou certaines constitutions sexuelles font horreur. Par exemple, j'ai connu des tas d'hommes qui avaient horreur de l'homosexualité. Les mêmes gens, alors ils considèrent ces gens-là que un homosexuel n'est pas un homme, qu'ils ne sont par conséquent absolument pas touchés par cela, ils refusent toute solidarité. Ces gens-là, par contre, se sentent concernés par l'exploit des cosmonautes. Ils considèrent, et à mon avis ils ont raison, que les cosmonautes ont réalisé pour eux une de leurs virtualités, une de leurs possibilités, que s'ils avaient été élevés autrement, que s'ils avaient eu une autre enfance ou une autre jeunesse, ils auraient pu eux-mêmes faire la chose. Ainsi, à ce moment-là, l'homme qui se détache vaut pour tous, représente une virtualité qu'en chacun. C'est très juste, mais pourquoi prendre uniquement, dans ce cas-là, celui qui va au plus haut, celui qui réalise une performance? Le crime, la torture, le racisme, toutes ces choses-là, nous ne devons pas les considérer comme en dehors de nous, mais plutôt comme des réalisations également de nos virtualités. Il ne faut pas dire l'homme n'est ni bon ni méchant, il faut dire selon les circonstances, il est bon ou il est méchant. Ainsi, par conséquent, quand on considère le racisme, il ne faut pas considérer l'antiracisme comme un état de lutte avec l'extérieur. Là, nous revenons à l'intellectuel. Il faut aussi le considérer comme un état de lutte contre soi. Je ne crois pas qu'on m'ait jamais traité de raciste. C'est pourquoi je puis dire que je suis certainement entaché de racisme par mon enfance et qu'on ne s'en débarrasse que par une lutte constante. Il y a eu chez moi à un certain moment une façon d'être trop gentil avec des gens qui venaient du tiers-monde, c'était alors les colonies, et qui m'apportaient un manuscrit qui était mauvais. Un Français, un blanc. J'aurais dit, il est mauvais. À eux, je prenais, pour le dire, des circonlocutions, que je prenais pour de la courtoisie, et qui en réalité trahissaient un certain racisme, dont d'ailleurs je me suis débarrassé depuis. Mais il y a certainement d'autres niveaux de racisme que j'ai encore et dont je peux me débarrasser. De la même manière, je ne pense pas que la croyance en Dieu, on puisse s'en débarrasser comme ça, c'est parce que ça se met dans tous les domaines, ça se retrouve partout, c'est une certaine croyance, un certain type d'absolu, une certaine possibilité d'être vue par un témoin tout-puissant. Cette croyance-là, elle se met partout, et l'athéisme est une entreprise
On peut l'amener ou non, mais si on l'amène, il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas rayer la chose comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. De sorte que, si vous voulez, je considère que, même par rapport à un bourreau, que je condamne sans la moindre hésitation, radicalement, même par rapport à un bourreau, je ne dois pas supprimer ce minimum de solidarité qui est que, qui sait, il y a une chose, et quand je le condamne, d'une certaine mesure, je me condamne moi-même en disant, si jamais je l'étais, je ne mériterais pas de pitié. Il y a une chose qui m'a un peu troublé à un moment donné, au temps de la résistance, c'est que tous les gens qui étaient liés de près ou de moins à la résistance et qui étaient un peu conscients se posaient la question, si on me torture, parlerai-je? Et que ils disaient, je ferai tout mon possible pour ne pas parler, mais aucun n'était sûr. Cependant, si l'un de ces résistants parlait, tout le monde avait une sévérité terrible contre lui, il pouvait être exécuté s'il en échappait, ou en tout cas, on pouvait, après, l'accabler sous le mépris. Il y avait donc un drôle de jugement, puisque dans un des cas, on disait, ma foi, c'est possible, puisque moi, je ne suis pas absolument sûr de ne pas le faire, et dans l'autre cas, on disait, c'est impossible, c'est un traître puisqu'il a parlé. Et j'ai compris depuis ce qu'il y avait d'assez propre dans cette position, c'est qu'au fond, ces gens qui tremblaient de parler et qui condamnaient leurs copains qui avaient parlé, étaient des gens qui se condamnaient eux-mêmes. Ils mettaient une espèce de lisière. Ils ne disaient pas, je n'ai rien de commun avec cet homme. Ils disaient au contraire, je suis cet homme en puissance. Mais précisément et préventivement, en le condamnant, je me condamne. C'est ce genre de solidarité, si vous voulez, que l'on doit avoir, même avec des tortureurs. Oui, oui. C'est-à-dire les condamner rigoureusement, sans la moindre excuse, et en même temps savoir qu'on se condamne en tant qu'il y a des virtualités toujours louches en chacun. Ah oui, donc c'est à la fois un piège rhétorique, et c'est beaucoup plus profond En même temps, le fait de dire non. eh oui. Vous avez quel âge, ça? Eh bien, je vais avoir 62 ans le 21 juin 1967. on arrête là. Ouais, Oh oui. Ça, vous lisez des romans policiers? toujours, oui. Toujours? C'est plein dans votre appartement. Ah oui, chaque fois qu'il y a une série noire, j'achète. Ça aussi, c'est une fuite. Ah oui? Oui, Vous lisez ici à ça, oui, là. en prétendant travailler. Ben non, je prétends pas travailler à ce moment-là. Mais enfin, le casseur me dit toujours, qu'est-ce que vous faites? Vous ne travaillez pas. C'est un roman policier. Et ça implique quoi, enfin, la lecture des romans policiers pour vous? Quelle espèce de fuite? Ah, je crois que c'est une fuite dans l'enfance. Je retrouve les Pardaillons et tous ces personnages-là. D'ailleurs, je n'aime dans les romans policiers que là où il y a un Malabar, un détective qui se fait tabasser d'abord, puis qui tabasse ensuite. Et qui triomphe. Et qui triomphe pour finir, Toujours. toujours. Ça va passer la totalité du Flaubert. Non, il y en a une partie chez le Castor, mais enfin c'est une bonne partie. Le premier volume que j'espère publier cette année, enfin en octobre, novembre, ça fera à peu près comme enfin 700 pages. Il y aura combien de volumes? 2. Le second sera plus bref, il y en aura 500. Et les mots, vous ferez une suite? Oui, je voudrais bien, mais pas tout de suite. Après le tribunal? Après le tribunal, après Flaubert.